Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un personnage des plus controversés, des plus mystérieux, des plus sombres et qui porte un tatouage sur son visage, j'ai nommé, non pas Mike Tyson, mais Dragon. Non pas ce dragon là, non pas ce dragon là non plus, mais oui bel et bien Monkey D. Dragon le révolutionnaire. Avant de commencer cette théorie, j'aimerais tout simplement vous remercier car vous êtes plus de 1000 pailles à me suivre. Et merci encore, on est carrément une meule de foin, ça c'est cool. Je vous avais dit qu'à 1000 abonnés, on ferait une FAQ, donc je mettrai le lien en description si vous avez des questions à me poser. Je vous avais aussi dit qu'on ferait des jeux concours, cependant j'ai encore aucune idée de jeux concours, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc j'arrête un peu mon baratin, on va commencer avec la théorie. Et pour bien que vous compreniez cette théorie, je me suis posé énormément de questions. Ça va un peu de soi, c'est la logique au niveau de la théorie. Pour avoir un axe de réflexion, il faut se poser des questions, donc ça c'est assez évident. Cependant, je me suis posé des questions même futiles, qui prendront de l'importance avec l'avenir. Donc restez accrochés, car dans cette vidéo, on parlera de Dragon, son passé, l'inspiration qu'a eu Oda, mais aussi, pourquoi pas, son fruit du démon, et aussi la mère de Luffy. Et si on doit parler de Dragon, il faut évidemment parler de ses collaborateurs, les révolutionnaires, mais aussi sa famille. Monkey D. Garp, son papounet, et Monkey D. Luffy, son fiston. Mais d'abord, intéressons-nous sur la particularité de Dragon, celle qui est physique. En effet, on peut voir qu'il a un tatouage. Et on va essayer de découvrir si celui-ci a une certaine signification. Dans le monde de One Piece, les tatouages ont de nombreuses significations. Cependant, on peut les classer en quelques catégories. Alors, premièrement, il y a le tatouage communautaire. On peut le voir chez les personnages comme Arlong ou même les pirates de Barbe Blanche. Les personnages qui portent ce tatouage font partie d'un certain groupe. On peut aussi voir des tatouages qui revêtent une douleur passée, comme par exemple Nami avec son tatouage de Arlong qu'elle efface et qu'elle met quelque chose dessus. Ça signifie qu'elle efface son passé avec Arlong, un passé douloureux. Mais aussi, on peut le voir chez les pirates du soleil. Tout simplement, les esclaves qui étaient à Marijoa effacent leur tatouage pour au profit d'un autre tatouage. Il existe aussi les tatouages ornementaux, ceux qui sont là juste pour faire joli. Par exemple, Noriko en a, elles veulent juste montrer que c'est une putain de badass. Cependant, c'est juste les tatouages qui font ça. Mais aussi, il y a les tatouages qui sont une cause ou tout simplement un combat profond. On peut le voir par exemple chez Viper. Si vous regardez bien ces tatouages, on a l'impression qu'ils signifient quelque chose. En effet, si vous regardez les symboles amérindiens, on pourra voir que ce symbole signifie le retour à la maison. Celui-ci veut récupérer la verse et faire sonner la cloche. Donc d'un côté, on comprend son combat. De plus, ce même personnage a un tatouage au niveau du visage, un peu similaire à Dragon. Clin d'œil ou je ne sais pas, ça c'est à voir par la suite. Mais aussi, on peut le voir chez les nouveaux pirates hommes-poissons. En effet, leur emblème signifie tout simplement qu'ils veulent annihiler les humains. Donc voilà pour la signification des tatouages dans One Piece. Il fallait qu'on se pose la question. Cependant, il y a deux catégories qu'on peut facilement enlever. En effet, celui qui est ornemental, tout simplement parce que ce tatouage, Dragon n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ça pour faire peur à ses adversaires. Et celui tout simplement communautaire. Car en effet, si vous regardez bien le personnage de Dragon, il est le seul à avoir ce tatouage. Koala, Sabo, Kuma ou même Ivankov ne le possèdent pas. Donc cela ne signifie pas que ce tatouage est la représentation des révolutionnaires. Donc ce qui signifie que le tatouage de Dragon serait soit une douleur passée, ou alors un combat profond qui mène contre une cause ou contre quelque chose. Et ça, on va essayer de le découvrir un peu plus tard. Mais on sait aussi que ce tatouage a été fait dans une période de 12 ans. En effet, on peut voir que dans le chapitre 0 de One Piece, lors de l'exécution de Goldie Roger, Dragon n'a pas ce tatouage. Cependant, à sa première apparition, je parle bien chronologique, et pas dans le manga, l'histoire qui se déroule, on peut voir que dans le chapitre 587, si je ne m'abuse, Dragon a ce tatouage. Ce qui signifie que Luffy, à ce moment-là, a 7 ans. Et du coup, entre les 7 ans de Luffy et l'exécution de Goldie Roger, se sont écoulés à peu près 12 ans. Donc pendant cette année, il aurait fait son tatouage. Donc pour conclure, son tatouage serait soit un combat ou une douleur passée, et qu'il se serait fait pendant cette période de 12 ans. Mais on n'a pas plus d'informations. À présent, regardons au niveau de ses collaborateurs, plus précisément Ivankov et Kuma, pour voir si on ne peut pas trouver quelques informations. Et pour commencer, on va s'intéresser à Ivankov, et sa première apparition n'est autre qu'à Hippledon, où celui-ci aide Luffy, et apprend par la même occasion que Luffy est le fils de Dragon. Mais ce qui va véritablement nous intéresser, c'est lors de son discours avec Luffy. Luffy lui pose tout simplement une question, « Tu ne veux pas t'échapper ?» Et Ivankov lui répond, bon, je paraphrase, « J'attends l'ordre de Dragon. » Donc on peut penser
que s'il est à Impel Down, c'est sous ordre de Dragon. Car en effet, aller à Impel Down, qui est tout simplement le symbole du gouvernement mondial, et recruter les ennemis du gouvernement mondial pourrait tout simplement étoffer les rangs des révolutionnaires. Et là, ce serait tout simplement le plan de Dragon, agrandir son armée. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et du coup, on peut voir quelque chose se dégager. En effet, on peut penser tout simplement que Dragon est un énorme stratège, un mastermind. Il contrôle les esprits des gens. De plus, on peut voir que sa relation entre Ivankov et lui-même est assez écartée. En effet, on peut voir une certaine distance entre ces deux personnages. Même s'ils travaillent ensemble, aucun des deux ne veut parler de leur vie privée. Même malgré ça, Ivankov est prêt à donner sa vie pour Dragon. Donc on peut voir un certain pouvoir et on comprendra que ce pouvoir n'est autre que l'acquis des grands rois. Maintenant, intéressons-nous à Kuma, surnommé le tyran. Alors grâce aux événements de Goya, on se rend compte que celui-ci faisait déjà partie des révolutionnaires et qu'il aurait sans doute infiltré le gouvernement en tant que Shichibukai pour avoir quelques infos sur eux. De plus, il aide Luffy à plusieurs reprises et sait qu'il est le fils de Dragon. Du coup, on se doute bien qu'il est encore lié aux révolutionnaires. Donc, pour conclure, si Kuma a rejoint le gouvernement mondial, on peut penser que c'est sous les ordres de Dragon. Et du coup, ressort encore une fois cet esprit de mastermind, de stratège. Donc, Dragon serait véritablement un grand stratège. Il aurait pas mal de coups d'avance. Cependant, il faut aussi s'intéresser à son surnom. En effet, il est surnommé Kuma le tyran, car sa violence était telle que même sa réputation le précédait. Cependant, l'image qu'on a sur Thriller Bark et même Chabondi est complètement différente. C'est un personnage assez calme, introverti et qui n'est aucunement violent. Donc du coup, on peut penser qu'il était violent bien avant et c'est suite à sa rencontre avec Dragon qu'il aurait pu changer. Donc on peut voir ce que le haki des grands rois peut faire encore une fois. Réunir quelqu'un, même plusieurs personnes, et les faire changer de comportement. De plus, Kuma sait que Luffy est le fils de Dragon, donc on peut penser qu'ils sont assez proches, Dragon et lui-même. Donc Kuma pourrait être le bras droit de Dragon. Alors je me souviens pas véritablement de la version animée, je me souviens de celle papier. Et si je ne m'abuse, Kuma n'a pas de Bible. Il a une Bible lorsqu'il rejoint le gouvernement mondial. Et on pourrait peut-être penser qu'il y a peut-être des instructions dans la Bible. Ce serait une sorte de codex. Et là, il aurait pas mal d'informations sur la suite des événements qu'il devra faire vis-à-vis de Dragon et du gouvernement mondial. Kuma serait tout simplement un agent double. Et grâce à la Bible, il pourrait avoir quelques informations. Pourquoi pas, je sais pas, un Denmushi ou quoi que ce soit, ou même une invention de Vegapunk. Donc, pour conclure, les personnages de Ivankov et de Bartholomé Kuma nous révèlent tout simplement que Dragon serait un grand stratège et qu'il aurait une emprise sur pas mal de gens. Ce serait un mastermind. De plus, les événements de Goyan peuvent nous indiquer pas mal de choses. En effet, le mouvement révolutionnaire est encore tout jeune. Je m'explique, lors des événements de Goya, Dragon n'agit pas à visage découvert, il est tout le temps caché. De plus, il n'intervient pas sur le royaume de Goya, mais plus exactement sur le Grèce terminal, il libère les gens. De plus, lorsque le bateau des révolutionnaires intervient sur le dojo où Zoro s'entraîne, il demande des vivres et des rations. Du coup, on peut conclure qu'ils n'ont pas assez d'importance sur S-Blue, qu'ils ont besoin de soutien. Mais ce n'est pas tout. On voit que Dragon intervient qu'avec un seul et unique bateau. Donc on peut penser qu'il n'a même pas assez d'hommes aussi. Mais il ne faut pas aussi oublier le personnage de Thalassa Luca. Alors je sais que c'est un personnage pas très charismatique et pas très important. Il n'a qu'une case dédiée à lui seul pendant le flashback de Dalton. Mais celui-ci révèle la véritable identité de Dragon. Il dit que celui-ci est dangereux pour le gouvernement mondial. Dans environ 5 ans ou 6 ans, il posera véritablement un gros problème, ce qu'il fait réellement. Donc on peut conclure que la véritable bataille ou l'organisation qui s'est véritablement mise en place des révolutionnaires a commencé il y a 8 ans. Donc le groupe des révolutionnaires aurait été connu il y a 2 rêveries de ça. Et avant, il n'était simplement qu'une simple guérilla. Donc les infos qu'on a récoltées, c'est tout simplement que Dragon serait un mastermind. Et que le groupe des révolutionnaires serait très jeune. Et que pendant les événements de Goya, il ne serait pas connu officiellement, mais en tant que révolutionnaire. Donc je sais, pour l'instant, ça peut paraître anodin, voire futile. Mais vous allez voir que pour la suite, ça va être super important. Donc maintenant qu'on a pu voir le comportement de Dragon et aussi son groupe, comment il s'est fabriqué, intéressons-nous maintenant à sa famille. Et commençons tout simplement par l'enfance de Luffy, qui est pour moi tout simplement incohérente. Si on doit parler de Monkey D. Luffy, on doit forcément parler de Portigas D. Ace, son frère. Ace, comme vous le savez déjà, est le fils de Goldie Roger.
Il est confié à Garp après la mort de Portugais dit Rouge. Mais celui-ci le confie directement à Dadan. On peut le voir dans le chapitre 0. On comprend bien que si Garp était arrivé avec un enfant sorti de nulle part, on aurait pu se poser des questions, sachant que tout le monde recherchait la progéniture de Goldie Roger. Donc c'est assez compréhensible. Du coup, Garp ne revenait que de temps en temps. Entre 6 et 7 ans, Luffy est resté sur Fuchsia. Cependant, il y a l'arrivée de Shanks. Shanks est resté 1 an. Alors pourquoi est-il resté autant de temps et pourquoi n'a-t-il pas croisé Garp? C'est véritablement assez bizarre. De plus, Garp, s'il voulait véritablement faire de Luffy un marine, pour quelle raison il n'a pas emmené celui-ci à Marineford? Car on sait à présent depuis l'arc Marineford que les officiers ont des familles là-bas. Les familles des officiers vivent sur Marineford. Donc c'est assez bizarre. Mais ce qui est assez bizarre, c'est pour quelle raison Garp confie-t-il Luffy à Dadan? En effet, juste avant, il s'était fait monter la tête par Shanks et celui-ci aurait décidé de devenir pirate. Mais quelle idée de envoyer un futur pirate chez des brigands? Celui-ci va tout simplement renforcer son idée de devenir un pirate. C'est complètement stupide. Alors, est-ce qu'il y aurait une raison plus ou moins cachée derrière tout ça? Et il y a une question qu'il faut aussi se poser, c'est peut-être une question stupide ou futile comme depuis tout à l'heure, mais pour quelle raison Garp courait-il après Goldie Roger? En effet, il fallait qu'il ait une raison. Je vous prends par exemple le cas de Smoker. Celui-ci, lorsqu'il voit la pseudo-exécution de Luffy, celui-ci décide de courir après lui car en effet, lorsqu'il pense qu'il va mourir, Luffy se met à rigoler, comme Goldie Roger. Et instinctivement, ou même inconsciemment, Smoker voit en lui un Goldie Roger en puissance. Donc on comprend pourquoi il lui court après. Cependant, pourquoi Garp courait après Goldie Roger? Y aurait-il pas une raison à tout ça? Voici ma petite théorie. Je pense que tout simplement, Garp n'a jamais voulu faire de Luffy un marine. En effet, sinon il l'aurait emmené directement à Marineford. Cependant, je pense qu'il essayait tout simplement de le cacher. Mais lorsque Shanks rencontre Luffy, il comprend que celui-ci est en danger et le cache au niveau de chez Dadan. En effet, je pense qu'il a compris qu'il y avait une certaine corrélation entre Dragon et Shanks. Je m'étais posé la question pourquoi Garp courait après Goldie Roger et pourquoi pas tout simplement parce que Dragon avait rejoint l'équipage de Goldie Roger et que Garp essayait de l'en sortir. Souvenez-vous du tome 45. En effet, on apprend que Shanks et Barbe Blanche se rencontrent. À ce moment-là, Barbe Blanche dit à Shanks, on s'est battu tellement de fois, moi et Roger, qu'on finissait par connaître tout l'équipage. Et on sait que Garp s'est battu à plusieurs reprises contre Roger et que celui-ci était sûr de connaître l'équipage. De plus, Garp est au courant que Roger s'est livré, du coup que les autres pirates de Roger sont encore en liberté. Et quand il a appris que Shanks avait rencontré Luffy, il s'est tout de suite dit qu'il devait être en relation avec Dragon. Du coup, Dragon est le véritable mastermind et non Shanks. C'est lui qui tire les ficelles depuis le début. Vous allez me dire, ok d'accord, c'est encore un peu léger. Cependant, souvenez-vous aussi du tome 52 lors de la rencontre des Mugiwara avec Rayleigh. Vous vous souvenez lorsque Nico Robin a posé la question, connaissez-vous la véritable histoire? Rayleigh lui répond, oui, mais nous étions que des pirates et nous ne pouvons rien faire. Donc du coup, Dragon aurait véritablement fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Mais contrairement aux autres membres de l'équipage, il aurait décidé de changer les choses. Je vous ai dit bien avant que le mouvement des révolutionnaires était jeune et vient après l'exécution de Goldie Roger. Donc celui-ci aurait décidé de monter le mouvement des révolutionnaires pour changer les choses et ne plus avoir cette condition de pirate. Du coup, tout s'emboîte assez bien. Dragon fait bel et bien partie de l'équipage de Goldie Roger. Et en même temps, il connaissait parfaitement Shanks, et on se doit se douter qu'il doit connaître Rayleigh, Scooper Gaban et les autres membres d'équipage. À présent, intéressons-nous à l'inspiration qu'a eu Oda pour le personnage de Dragon, et aussi d'essayer de découvrir son fruit du démon. Et pour ça, on va s'intéresser tout simplement à Shanks, car on a eu une certaine corrélation entre Shanks et Dragon. Alors je me suis posé une question tout simplement complètement débile. Pourquoi Oda a-t-il nommé Shanks le Roux? En effet, entre ses 15 ans et ses 30 ans, il avait le chapeau de paille de Goldie Roger. Alors pourquoi on n'a pas appelé Shanks le chapeau de paille? Bon, on se doute bien que c'était pour la narration et pour le personnage de Luffy, donc ça va, on lui en veut pas. Cependant, on a pu voir que lorsqu'il était déjà sur Fuchsia, il avait déjà des cicatrices, donc pourquoi ne l'ont pas appelé Shanks le balafré, Shanks les 3 cicatrices, ou je ne sais quoi encore? Non, il a décidé de l'appeler Shanks le roux. Je vous avais dit aussi que la couleur rouge du personnage de Shanks était similaire à l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc on peut comprendre. Cependant, est-ce que Oda aurait essayé de cacher
un simple indice au niveau de sa couleur de cheveux. En effet, le gène roux est un gène récessif qui passe de génération en génération, mais le plus gros pourcentage de roux au monde est en Écosse. De plus, si on regarde bien le bateau de Shanks, on peut voir que la proue du bateau ressemble à une proue de bateau viking, de Drakkar. Et on sait que les vikings sont allés en Écosse, donc simple coïncidence ou réel indice. Aussi inspiré de Garp, car il existe un livre, Le Monde selon Garp, où le personnage Garp voulait un monde meilleur pour ses enfants. Et ses enfants ont un accident de voiture avec lui à l'intérieur, provoqué par la mère des enfants et de son amant qui lui faisait une petite gâterie. Et l'un des enfants meurt, et l'un de ses enfants devient borgne. Et ce borgne se nomme Duncan. Fait amusant, Duncan en écossais signifie le guerrier sombre. C'est assez similaire avec le personnage de Dragon. On peut le voir, celui-ci est assez mystique, est assez sombre. De plus, le personnage de Duncan devient borgne. Et Oda, dans une interview, a déjà dit qu'il n'aimait pas dessiner des personnages borgnes. Du coup, le tatouage de dragon pourrait tout simplement remplacer son œil défectueux à Duncan. Je trouve que c'est assez similaire. Du coup, je vous ai fait le lien entre Shanks et l'Écosse. Et le lien entre Dragon et l'Écosse. Et il existe un personnage assez emblématique, mis en avant dans un film de Mel Gibson, c'est William Wallace. Et William Wallace, dans ce film, a l'habitude de se peinturlurer le visage, un peu comme le tatouage de Dragon. Donc du coup, on voit un petit lien. On peut penser tout simplement que Dragon aurait été inspiré de William Wallace. En effet, William Wallace se révoltait contre l'oppression anglaise. Et ce qui est assez marrant, les Tenryubito ont un titre genre Sir. Et c'est un peu similaire au titre qu'ont les nobles anglais. Donc on peut penser que tout ça a une énorme corrélation. Mais si on pense tout simplement à l'Écosse, à l'Angleterre, il faut aussi se pencher sur la mythologie celtique et aussi sur les légendes arthuriennes. En effet, si on regarde approximativement l'œuvre du roi Arthur et aussi One Piece, on remarquera qu'il court après la même chose, à peu près. En effet, tout le monde court après le One Piece, personne ne sait exactement ce que c'est. Et dans la légende arthurienne, tout le monde court après le Graal et personne ne sait approximativement ce que c'est. Donc il y a une certaine corrélation. De plus, beaucoup pensent que Dragon pourrait avoir le fruit Zoan mythologique du dragon et qu'il pourrait créer des tempêtes. Et c'est fort possible. Cependant, dans le chapitre 587, lorsqu'on voit Dragon arroser les Dendenmushi, on voit qu'il a un certain dragon. Et ce dragon n'est pas un dragon asiatique, mais européen. Et dans les légendes arthuriennes, fait amusant, le véritable nom du roi Arthur est Arthur Pendragon, le roi dragon, le chef dragon. Du coup, le nom dragon pourrait tout simplement être du roi Arthur. Et si on regarde bien, le nom Arthur en breton signifie ours. Et je vous avais dit que Kuma était sans doute le bras droit de Dragon. Et Kuma signifie en japonais ours. Donc je pense que pour ma part, Oda aurait pu s'inspirer tout simplement des légendes arthuriennes. Mais quel serait son fruit du démon? Et on ne peut pas parler des légendes arthuriennes sans parler de Merlin. En effet, Merlin est considéré comme un enchanteur, un druide, un mec super puissant. Et il aurait le pouvoir de contrôler les éléments, les tempêtes. Comme Dragon le fait sur Lockton et aussi lorsqu'il fait sa bourrasque de vin dans les événements du royaume de Goya. De plus, on sait que Merlin aurait pu changer en animal, en petit oiseau, une sorte de merle noir. Et on peut voir tout simplement que Sabo, après l'arc Dressrosa, part sur des corbeaux. Donc il pourrait avoir un lien entre tout ça. Et peut-être que Dragon aurait un super fruit du démon, celui de contrôler tous les éléments. Être une entité de malade. Et c'est en rapport avec la mythologie celtique. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais il y a de grandes chances que ce soit en rapport. Donc j'espère que ma théorie vous a plu. Ah, j'oubliais aussi, vous voulez sans doute savoir qui est la mère de Luffy. Alors, je dois vous avouer que j'ai fait pas mal de recherches. Et on va partir tout simplement sur le livre Le Monde selon Garp de John Irving. Et John Irving est tout simplement originaire de la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, c'est tout simplement une région des États-Unis qui devait être sans doute anglaise dans le passé. Et ils ont un drapeau assez amusant qui nous fait penser à quelque chose. C'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là non plus. En effet, c'est celui-ci, un petit arbre en sorte de conifère. Et ça vous fait penser à rien? Et oui, tout simplement au drapeau de Big Mom. On peut voir le même arbre. Donc, est-ce une coïncidence ou un véritable indice? On pourrait penser tout simplement que la mère de Luffy pourrait être une fille de Big Mom. En effet, on sait que celle-ci
fait des alliances pour se consolider sa place. Et du coup, pourquoi elle n'aurait pas fait une alliance avec Dragon, qui aurait voulu tout simplement monter les révolutionnaires, mais qui se serait passé quelque chose et du coup l'alliance aurait pété. Donc, est-ce qu'elle est morte ou en vie? Ça, c'est à voir. À la Tea Party, il pourrait peut-être avoir l'aide de la mère de Luffy. Ce serait plutôt cool. Cependant, elle pourrait être morte comme l'histoire de William Wallace que je vous avais parlé, où celle-ci a tout simplement été égorgée par un shérif anglais. Donc c'est à voir. Donc j'espère que ma théorie vous a plu. Moi, elle m'a super plu. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes potes. N'oubliez pas, dans la description, il y aura tout simplement la FAQ. Si vous voulez des questions, me poser des questions, n'hésitez pas. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut mes petites pailles!